Bonjour à tous, bienvenue à ce troisième webinaire de la semaine de la transformation numérique sur la thématique de la communication digitale. L'objectif de cette semaine, donc de la semaine de la transformation de la Transfonum, c'est une semaine pour vous sensibiliser et vous présenter les bonnes pratiques de la Transfonum dans le cadre de l'opération transformation numérique et cybersécurité, une opération qui est labellisée par la région et qui a pour objectif vraiment d'accompagner les TPE-PME d'Occitanie dans leur transformation digitale. Donc nous, on fait ça en 3 étapes à la mêlée. Une première étape de sensibilisation. Voilà, super, merci. Une première étape de sensibilisation où l'objectif, ça va être vraiment de vous sensibiliser aux bonnes pratiques du coup de la Transfonum à travers des webinaires comme on peut l'organiser aujourd'hui. Une fois que vous êtes sensibilisé, ça va être vous donner du coup la possibilité de mesurer la maturité numérique de votre entreprise à travers un prédiagnostic qui est gratuit et vous aurez un retour du coup de ce prédiagnostic dans les 3 jours qui suivent en fait le remplissage de ce prédiag. Et enfin, c'est vous proposer des accompagnements sur 2 journées à peu près, accompagnés du coup par des experts de la transformation numérique qui vont être subventionnés à 50% par la région. Donc, voilà, c'est un programme qui est super intéressant et qui est proposé par la région, qui se finit à la fin de l'année. Du coup, on a un programme sur la semaine qui est ultra chargé. Comme vous pouvez le voir, là, vous êtes donc sur le 3e webinaire de la semaine, sur le webinaire autour de la communication digitale. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que c'est nos experts de la communication digitale que vous voulez entendre. Donc, du coup, je vais vite leur laisser la parole. Mais voilà, s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, vous aviez du coup le programme ici. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire aux autres événements. Collaboratif et télétravail cet après-midi, organisation et process, data et cloud ou encore cybersécurité RGPD. Et si vous avez loupé les webinaires e-commerce et relations clients d'hier, pas de problème, vous aurez le replay la semaine prochaine. Quelques petites consignes pour que ce webinaire se passe le mieux possible. C'est un webinaire qui va être enregistré puisque vous aurez accès au replay une semaine après. Donc, si vous ne souhaitez pas être filmé, vous pouvez couper votre caméra. Lors des interventions de nos experts, on va vous demander également de couper vos micros pour pas qu'on ait de petites nuisances sonores. Et si vous avez des questions, je vous propose qu'on communique dans le chat, voilà, à l'endroit où Angé vient de parler. On pose nos petites questions par ici ou alors vous levez la main à la fin des interventions pour pouvoir poser vos questions aux experts. Du coup, voilà, je vous présente nos 3 experts sur la communication digitale, Julie Exposito, Stéphane Sylvie et Céline Jourdan. Et je vais les laisser prendre la parole et vous présenter du coup ce webinaire. Donc, bonjour à tous. Donc, je me présente, je m'appelle donc Céline Jourdan, je suis spécialisée en communication digitale et plus spécialement dans les réseaux sociaux et la rédaction web. J'interviens également comme formatrice, je fais du coaching aussi et réseaux sociaux. Voilà brièvement qui je suis. Alors, moi je suis Stéphane Sylvie, je suis le cofondateur de Matchers. Donc, en fait, avec Matchers, on apporte une expertise de pointe, individualisée et personnalisée en matière de développement de compétences. Voilà. Donc, c'est une innovation, ce sont des accompagnements de courte durée à l'heure de votre choix, sans impact sur votre activité et animés par des salariés en poste. Et du coup, on vient compléter, renforcer tout le catalogue d'experts de la mêlée sur les sujets de la transformation numérique. Juste un petit point quand même, je vais préciser, c'est que contrairement à Julie et Céline qui vont m'accompagner, enfin moi je ne suis pas spécialiste de la communication digitale. En revanche, donc j'en connais plein puisqu'on dispose d'une communauté de 300 experts et mon métier avant tout, c'est de comprendre les besoins, enfin les besoins des clients pour les orienter vers le bon profil. Et accessoirement aussi, je préciserai que je suis associé au sein de la startup WePeps, qui est une plateforme dans l'événementiel et sur laquelle des fois je m'appuierai pour partager mon retour d'expérience sur la communication digitale. Et Julie, donc responsable de la communication de la mêlée. Donc c'est moi qui vous envoie les petits mails d'inscription, de questionnaire que vous ferez après le petit webinaire. Et donc, j'ai 2 autres casquettes. J'interviens également dans les écoles de Toulouse, donc notamment EasyCAD, Winsport et chez EPSI, sur toute la partie digitalisation et communication digitale.
Et j'accompagne également les entreprises à mettre en place une stratégie de communication. On va peut-être commencer. Alors, n'hésitez pas surtout à nous poser des questions via le chat. On veut que ce soit vraiment un webinaire un peu interactif. L'objectif, c'est vraiment de vous apporter des réponses à vos questions. Donc, pour commencer, les fondamentaux. Alors, pour les personnes en fait qui ne se sont pas encore lancées, cette slide est vraiment très importante. Ou les personnes qui stagnent un petit peu dans leur communication, qui n'ont plus trop de résultats. Voilà, souvent, il faut revenir aux fondamentaux. Donc, la première étape est de définir son client idéal. Alors, ce qu'on appelle en fait le client idéal, c'est la personne qui va acheter votre produit ou votre service, car celui-ci en fait répond à un réel besoin ou en tout cas apporte une solution concrète aux problématiques qu'il rencontre dans son quotidien. Le client idéal, vous avez en fait deux solutions pour le définir. Si vous avez déjà des clients, vous pouvez partir en fait de cette base, partir d'un client avec qui tout s'est bien déroulé, que ce soit sur le budget, le temps, la relation. Ou si vous n'avez pas encore de clients, vous devez en fait mettre en place un personnage en fait semi-fictif. On appelle aussi ça un persona marketing. Et pour définir ce client idéal-là, il va falloir donc vous poser plusieurs questions. En fait, il va falloir établir un espèce de portrait de votre client semi-fictif. Et dans ce portrait, il va falloir donc compléter la partie tout ce qui est caractéristiques socio-démographiques et aller beaucoup plus loin puisqu'il va falloir apporter des éléments en fait un petit peu plutôt psychologiques de votre client idéal. Il faut vraiment rentrer en fait dans la tête de votre client idéal et vous demander ce qui fait ce client-là, quelles sont ses problématiques dans son quotidien, quelles solutions vous pouvez lui proposer, quels peuvent être ses freins à l'achat. Il faut imaginer sa journée type, il faut imaginer quels sont les médias sociaux sur lesquels, quels réseaux sociaux et médias sociaux il utilise dans ce quotidien. Enfin, voilà, il faut vraiment faire un gros travail sur ce client idéal-là. Alors, ce n'est pas une étape facile et ce n'est pas une étape qui se fait en 2 heures. C'est une étape qui demande vraiment du temps et de la réflexion et qui peut aussi forcément évoluer en fonction de votre business. Une fois que vous avez établi donc votre client idéal, la deuxième étape est l'analyse de votre secteur, l'analyse en fait de votre marché tout simplement, des tendances liées à ce marché-là et bien entendu vos concurrents, puisqu'il faut toujours jeter un œil à ce qui se passe et à vos concurrents. Le monde actuel change vite, vous le savez comme moi, donc il faut toujours avoir un petit œil sur ce qui se passe aussi à l'extérieur. Ensuite, il y a la partie vraiment objectif et choix des médias sociaux. Donc, en fait, vous pouvez avoir différents objectifs. Ça peut être visible, gagner en visibilité. Ça peut être d'acquérir des nouveaux prospects ou acquérir des nouveaux clients ou alors fidéliser les clients que vous avez actuellement. Donc, vous partez en fait des gros objectifs et ensuite, bien entendu, vous allez travailler sur ce que vous pouvez faire dans ces objectifs. Choisir les médias sociaux ou réseaux sociaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux, mais il y a aussi ce qu'on appelle les médias sociaux. Donc, choisir les bons médias sociaux en fonction, bien entendu, de son client et en fonction de son client idéal, et en fonction de ses objectifs. Ça ne sert à rien d'être sur Snapchat si ce n'est pas votre cible, d'être sur Instagram aussi si ce n'est pas votre cible. Enfin, voilà, Céline vous l'expliquera tout à l'heure. Et ensuite, il va falloir donc définir une stratégie de contenu et un plan d'action. Alors, au niveau de la stratégie de contenu et votre plan d'action, celui-ci doit répondre vraiment à votre et vos objectifs. Juste un petit conseil sur la partie objectif, pensez plutôt à des objectifs, ce qu'on appelle des objectifs vraiment smart, vraiment des objectifs qui sont plutôt simples, mesurables et qui a un temps, donc une durée. L'objectif, c'est de ne pas vous lancer sur des gros objectifs que vous ne pourrez pas atteindre. Sur la partie donc stratégie de contenu et plan d'action, c'est là où vous allez mettre en place réellement votre stratégie, c'est-à-dire à quel
quelle sera la fréquence de vos posts sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous allez envoyer une newsletter hebdomadaire, mensuelle ou autre? Quel type d'emailing? Quel type de contenu? Est-ce que c'est plutôt des conseils? Est-ce que c'est plutôt de l'information? Est-ce que c'est plutôt des promotions? Est-ce que c'est plutôt des valeurs de l'entreprise? Vous allez réfléchir au ton, bien entendu, que vous allez définir. Si c'est avec vos prospects, vos clients, etc. Quelle sera aussi la charte graphique, tous les outils que vous allez utiliser, enfin, les budgets. Enfin, vraiment, là, c'est vraiment toute la partie stratégique. On pourrait y passer 4 heures pour expliquer cette partie-là, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais en tout cas, si vous avez des questions dessus, encore une fois, n'hésitez pas à les poser. Et la dernière étape est l'analyse et la mesure donc, des résultats. L'analyse et la mesure des résultats se fait en fait en fonction des objectifs et surtout en fonction en fait des indicateurs de performance que vous avez mis dans la définition de vos objectifs. L'analyse de vos résultats va vous permettre tout simplement de savoir si vos actions que vous avez mises en place ont été efficaces ou non. Donc, en fait, c'est juste ça. Après, il existe plein d'outils pour vous aider dans votre quotidien à analyser plus facilement, en tout cas, les différents résultats. Alors, ensuite, on va passer donc rapidement aux tendances. Alors, quels sont les outils pour analyser les résultats? Alors, en fait, ça va dépendre clairement de tes objectifs et ça va aussi dépendre de ce que tu utilises comme canaux de communication. Si on parle par exemple d'emailing, qu'on verra tout à l'heure, ça va être directement sur ton outil d'emailing. Sur les réseaux sociaux, tu as déjà des statistiques qui peuvent aussi t'aider par rapport aux publicités, pareil. Donc vraiment, ça va dépendre en fait de ton canal. Concernant les tendances 2021, alors on a mis les grandes tendances, mais voilà, qui peuvent vous aider, qui j'espère pourront vous aider dans votre communication. L'une des premières grosses tendances, c'est pas vraiment une tendance, c'est un petit peu maintenant enfin, quelque chose qui est comme ça, c'est un fondamental même. Enfin, ça fait partie des fondamentaux depuis quelques années. Donc, c'est l'humain. Quand on parle d'humain, en fait, on parle vraiment d'humanisation. Alors, il faut humaniser, en fait, tout simplement d'abord vos contenus. Quand on parle d'humaniser vos contenus, c'est-à-dire il ne faut pas avoir peur en fait de vous mettre en avant, de mettre en avant vos équipes. Les gens ont vraiment envie de savoir aujourd'hui qui sont les personnes derrière en fait l'entreprise, qui sont les personnes derrière l'écran, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils aiment. Donc il ne faut pas vraiment oublier voilà, d'humaniser vos contenus, mettre en avant vos clients via des témoignages clients, poster voilà, les différents témoignages clients. Mettre en avant aussi vos collaborateurs et vos partenaires. Il faut vraiment humaniser vos contenus. Il y a aussi humaniser vos interactions, c'est-à-dire en fait toutes les conversations, toute la partie conversationnelle qui va être liée avec votre prospect ou votre client, que ce soit via vos réseaux sociaux, que ce soit via email, que ce soit via le chat, que ce soit via toute la partie conversationnelle. Il ne faut pas oublier d'humaniser. Alors, pour les personnes qui sont peut-être dans le B2C, donc qui visent le grand public, il ne faut pas hésiter à se servir en fait du prénom de la personne pour lui montrer que voilà, vous le connaissez, vous savez qui il est. Ou si vous êtes plutôt dans le B2C, vous pouvez par exemple signer à la fin de vos emails ou à la fin de vos conversations. Au moins, la personne elle sait que voilà, il y a quelqu'un derrière, elle arrive un petit peu plus à s'imaginer qui écrit ce mail ou qui écrit ce message privé. Donc l'humain doit être au cœur de sa stratégie et il faut toujours, bien entendu, rester à l'écoute de son client, à l'écoute de ses besoins et aussi de ses attentes. N'hésitez pas à jouer sur l'émotion, à jouer sur l'empathie, à parler de vous, à parler de votre histoire. C'est quelque chose qui est dans les tendances, en tendance, et les gens ont réellement en fait besoin de ça, besoin de savoir à qui ils parlent, à qui ils font confiance et en savoir plus sur l'entreprise.
Être engagé, alors être engagé, c'est être engagé et s'engager sur tout ce qui est en fait environnement enfin, oui, les engagements environnementaux et sociétaux. Donc, il y en a plusieurs. Ça peut être très bien tout ce qui est bien-être au travail, ça peut être égalité homme-femme, ça peut très bien être sur le packaging de vos produits, sur la composition de vos produits, sur vos collaborateurs, sur tout ce qui est made in France. Pourquoi en fait c'est important? Tout simplement parce que les consommateurs attendent d'une entreprise ou d'une marque qu'elle soit engagée. Aujourd'hui, c'est plus possible. Enfin, en tout cas, elle choisira une entreprise qui est engagée plutôt qu'une entreprise qui n'est pas engagée. Dans les dernières analyses, c'est vraiment ce qui ressort le plus. Aujourd'hui, les gens ont beaucoup plus confiance aux entreprises qui sont engagées. De plus, vous, en tant qu'entreprise qui sera engagée, ça va vous apporter une image de marque qui va être positive. Ça va fidéliser également les personnes qui sont dans votre équipe. Et bien entendu, il y aura du bon, on va dire, pour la planète. Sur la partie vidéo. Alors, la partie vidéo, l'année dernière, on disait que 80% des contenus en 2021 seraient de la vidéo. Ils ont bien... enfin, le chiffre était bon, en tout cas, puisque la vidéo, c'est toujours tendance et c'est un format qui plaît énormément. Conseil sur la vidéo, il faut que la vidéo elle soit courte, puisque c'est les formats de plus en plus courts qui plaisent. Donc courte, interactif, et concis aussi dans les informations qui sont communiquées via la vidéo. N'oubliez pas non plus de sous-titrer vos vidéos. Petit conseil, parce que la plupart des gens ne mettent pas le son dans les vidéos. Donc, n'oubliez jamais de sous-titrer. Petit chiffre, un post comprenant une vidéo génère en moyenne 30% d'interaction de plus qu'une photo et des fois plus de partage. Donc, il y a un réel intérêt, notamment au niveau de l'engagement sur la partie vidéo. Et donc, la dernière partie, sur la partie vraiment mobile, alors je ne vais pas du tout m'éterniser sur la partie mobile parce que c'est juste qu'il faut surtout pas que vous oubliez que tous vos contenus doivent être adaptés sur du mobile, que ce soit votre site web, que ce soit votre newsletter, que ce soit sur tous les formats vidéo aussi notamment. Voilà, juste pensez à ça. Oui, je laisse la parole à Céline pour la suite. Donc, dans les autres tendances pour 2021, on a l'aspect communauté. L'aspect communauté, on l'entend vraiment à toutes les sauces en ce moment, mais c'est vraiment tout ce qui est vraiment très important. Ça rassemble en fait à la fois vos prospects froids, vos prospects chauds, mais également vos clients et vos anciens clients. Donc, avoir une communauté, que ce soit à la fois sur vos réseaux sociaux, via vos mails, ou bien par d'autres supports, justement, les fameux médias sociaux, c'est vraiment très important. Et cette notion de communauté vient rejoindre justement l'aspect humain que Julie a abordé tout à l'heure. On fait partie d'une grande équipe, d'une grande famille, et c'est ce que les entreprises à l'heure actuelle veulent justement mettre en avant dans leur communication digitale. Un autre point pour les tendances 2021, c'est le marketing d'influence. Alors, quand on parle d'influenceurs, on a souvent tendance à penser à tous les influenceurs de télé-réalité, mais il n'y a pas que ça. Il y a pas mal de types d'influenceurs. Vous-même, vous pouvez être un influenceur tout simplement à votre niveau. Votre voisine, vous pouvez être un influenceur pour pas mal de monde. Parce qu'en fait, les influenceurs, ce n'est pas forcément que les méga stars que l'on connaît via la télévision notamment. Il y a également des influenceurs dans leur propre domaine d'activité. Et c'est pour ça qu'il y a des influenceurs sur tous les réseaux sociaux. Pas nécessairement que sur Instagram, où généralement c'est vrai qu'il y a quand même une majorité d'influenceurs, mais il y a également des influenceurs très très influents
Dans le B2B sur LinkedIn, il y a des influenceurs également sur Twitter, sur Facebook, enfin sur tous les réseaux sociaux en fait. Donc le marketing d'influence, c'est vraiment un outil marketing qui s'est énormément développé ces dernières années et qui va continuer justement à se développer. Ça fait partie vraiment de la stratégie marketing globale. Ensuite, en tendance, on a également le marketing conversationnel. Alors, marketing conversationnel, il y a conversation. C'est tout ce qui est lié justement à la discussion avec votre communauté. Donc, ça se passe par le biais des différents chats, des chatbots, Messenger, WhatsApp, tous les outils, en fait, tout simplement pour discuter, pour aborder différents sujets avec votre communauté. Ça se développe énormément, d'autant plus justement en période de pandémie, où on n'a pas forcément l'occasion et l'opportunité justement de se rendre dans des boutiques physiques pour certains cas. Et donc, c'est vraiment un outil qui s'est énormément développé ces dernières années et encore plus ces derniers mois. Et le dernier point, des tendances 2021, qui rejoint justement l'aspect des vidéos qu'a abordé tout à l'heure Julie, ce sont les stories. Les stories, ce sont un petit format court, on en parlera un peu plus tard justement tout à l'heure dans la partie des réseaux sociaux. Voilà, des petits formats éphémères. Et ça cartonne et on en voit sur tous les réseaux sociaux actuellement. Voilà pour les tendances 2021. Peut-être avant de commencer sur l'emailing marketing, est-ce que vous avez des questions sur la partie tendance? Je peux vous poser la question à l'oral, ça sera plus simple. Oui, bien entendu. Comment ça se manifeste? Il ne me semble pas en avoir forcément vu. Ah, si, dans le fil d'actualité, peut-être, c'est ça? Tout en haut. D'accord. C'est en rond aussi. Ah, d'accord, elles sont visibles parce qu'estampillées. Enfin, il y a un petit logo. En fait, peut-être que ça sera plus simple comme ça. Voilà. Ah oui, d'accord. Ça, c'est les stories en rond. C'est vraiment le même principe en fait que sur Instagram, c'est en rond et vous avez donc l'icône, enfin la photo de profil de la personne en rond. Et quand vous cliquez dessus, c'est le format donc story. Et qu'est-ce qu'on y raconte sur ces stories du coup? Eh bien, alors ça dépend. Normalement, vu que LinkedIn, alors Céline en parlera plus aussi tout à l'heure, mais vu qu'on est sur LinkedIn, normalement, on communique davantage des informations qui sont liées à l'entreprise ou plutôt des informations voilà, par rapport à plus sérieuses, en tout cas que sur les autres réseaux sociaux. Après, il peut y avoir plein de types de contenus. Hein. Oui, tout à fait. Et là, c'est que pour la version mobile, vous disiez? Tout à fait, oui. C'est uniquement visible sur la partie sur mobile. Après, de temps en temps, quand on est sur LinkedIn, sur version PC, on a une notification qu'un tel ou un tel a publié une nouvelle story, mais il faut aller sur le mobile pour les voir et les créer. D'accord. Et pour les créer aussi, du coup? Oui. Ouais, ok. Merci. Avec plaisir. Ou alors, il y en a juste une autre question peut-être. Mohamed nous demande, pour mettre en place le marketing conversationnel, il faut vraiment mettre en place une équipe. Enfin, pour moi, non, dans le sens, après, ça va dépendre en fait combien tu as de canaux de communication. Il y a des personnes qui gèrent toute la partie conversationnelle seule. Après, ça te demande énormément, par contre, de temps. Et après, sinon, tu peux aussi automatiser tes messages sur certaines plateformes. Mais pour moi, alors je ne sais pas, Céline peut-être ou Stéphane, si vous avez, vous, un avis différent du mien ou sur la partie équipe. Ça dépend de la taille de l'entreprise et de la taille de la communauté. Après, si on a une petite communauté ou une communauté réduite, je veux dire moins de 50 000 personnes, dans ce cas-là, on peut se permettre de travailler seul, mais avoir une personne, par contre, entièrement dédiée à la partie communication digitale. Après, quand on passe sur des communautés bien plus importantes, dans ce cas-là, oui, il faut être plusieurs, être en équipe, mettre en place des chatbots avec des programmes automatisés, comme tu disais, Julie. Bref, il faut se structurer de manière un petit peu différente suivant la taille de sa communauté.
Ouais, il y a des outils performants maintenant en termes de chatbot, en effet, pour absorber finalement le flux de questions ou de sollicitations récurrentes qu'on peut du coup paramétrer dans des chatbots assez comment dire, facile d'accès, quoi. Ok. Next. Oui, alors je vais vous parler donc de l'emailing marketing, qui est un canal de communication formidable. Donc déjà, en fait, ça va dépendre quel est votre objectif, encore une fois, sur l'emailing marketing. Est-ce que c'est plutôt acquérir du prospect ou acquérir du client, ou alors plutôt fidéliser vos clients? Pour acquérir déjà des prospects, il va falloir, dans un premier temps, se poser la question de comment vais-je faire pour avoir les emails, et surtout des emails des personnes qui m'intéressent. Donc des emails des personnes qui sont mon cœur de cible, encore une fois. Vous avez donc la possibilité de mettre en place un formulaire de capture d'email, que ce soit sur votre site ou sur votre blog. Il faut juste faire attention notamment à l'emplacement en fait de ce formulaire de capture d'email. Si vous avez la possibilité de le mettre sur votre première page en haut, par exemple, de votre site, en bas, ou alors de le mettre sur toutes les pages. Donc, bien réfléchir en tout cas à votre stratégie concernant l'emplacement de ce formulaire. Ensuite, il y a un élément qui est important, c'est surtout la partie que le formulaire doit correspondre aux attentes en termes de RGPD. Donc, c'est le règlement général de la protection des données. Alors, juste pour que vous compreniez, il faut, quand vous demandez l'adresse email de la personne, que vous soyez en totale transparence sur ce que vous allez faire de cette adresse email-là. Si vous allez lui envoyer des promotions, est-ce que vous allez lui envoyer une newsletter tous les mois? Est-ce que c'est des informations qui sont liées à vos partenaires, par exemple? Je ne vais pas m'attarder plus sur ce sujet. Je vous conseille juste de participer au webinaire sur la RGPD et cybersécurité dans le cadre, encore une fois, de la semaine de la transformation numérique, le jeudi 25 mars à 17h. Ensuite, vous avez une autre possibilité donc, pour récolter donc, les emails qui est ce qu'on appelle en fait les freebies. Donc, les freebies, ce sont en fait des cadeaux gratuits. Donc, ici, je vous ai mis quelques exemples. Donc, c'est une liste non exhaustive. Je vous laisserai le temps de regarder ce qui est possible de faire chez vous. Mais en tout cas, c'est du win-win. En gros, je te donne, moi, un cadeau qui est gratuit, je te donne des conseils gratuits, je te donne une checklist qui va pouvoir t'aider dans ton business ou t'aider dans ton quotidien. Et toi, tu me donnes en fait ton adresse mail. Sur comment choisir son outil. Alors, c'est une question qui n'est pas évidente, mais déjà, il faut réfléchir à ce que vous souhaitez faire en termes d'emailing. Est-ce que vous voulez mettre en place des campagnes d'SMS? Est-ce que vous voulez envoyer donc des newsletters? Est-ce que vous voulez faire des sondages? Et voilà, déjà, il faut réfléchir à quel type d'email vous souhaitez envoyer. Ensuite, vous allez regarder, bien entendu, les différentes fonctionnalités des outils. Faites attention à bien regarder les fonctionnalités, puisque à chaque fois, en fait, souvent, les outils d'emailing, vous avez donc une version qui est gratuite, jusqu'à un certain nombre, par exemple, de contacts ou jusqu'à un nombre d'envois par mois, où vous avez une version de 30 jours gratuite. Ensuite, vous avez donc, ça fonctionne souvent pas. Le business model fonctionne sous abonnement. Et donc, vous avez différentes fonctionnalités possibles en fonction de ce que vous payez. Donc, regardez bien les fonctionnalités qui vont vous servir. Ça ne sert à rien d'avoir l'outil le plus complet qui fait 20 000 choses alors que vous ne servez que de 2 ou 3 fonctionnalités. L'outil doit être là pour vous accompagner, pour vous faire gagner du temps. Il ne doit pas être là pour vous embêter. Faites attention aussi aux intégrations possibles avec les autres outils, type WordPress ou Canva si vous utilisez ça. En tout cas, faites attention avec WordPress. Le support client, on n'en parle pas forcément. Pourtant, c'est un élément qui, pour moi, est essentiel lorsqu'on choisit son outil. Tout simplement parce que si on est bloqué, si on ne sait pas, si on a une question, si on a un problème, voilà, et qu'on est peut-être tout seul ou qu'on ne sait pas
quelle est la solution? Eh bien, on peut compter sur le support client de l'outil d'emailing. Petite dernière chose, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, choisissez un outil français. Donc là, je vous en ai mis deux qui sont Sarbacane et Sandy Blue. Voilà, ne vous embêtez pas à aller sur des outils complexes qui ne sont pas français. Encore une fois, l'outil doit être agréable, facile pour vous. Ensuite, donc à qui envoyer quel jour et quelle heure? Je pense que c'est la question la plus fréquente qu'on me pose quand on parle d'emailing. Quand est-ce que je dois envoyer ma newsletter? Quand est-ce que je dois envoyer mon email? Alors, c'est une question. Alors, en fait, je ne peux pas vous donner en fait, de réponse parce que ça va tout simplement dépendre de quelle est votre cible. Déjà, est-ce que votre mailing est plutôt pour tout ce qui est B2B, est-ce que c'est plutôt B2C? Et voilà, est-ce que vous vous adressez à des femmes de 35 ans, à des hommes de 55, à des étudiants? À qui vous vous adressez? En fonction de cette cible-là, vous n'allez pas envoyer votre mail au même moment. Alors, les jours les plus propices actuellement au mailing sont le mardi et le jeudi. Pourquoi? Le lundi, les gens sont en réunion, donc ne regardent pas beaucoup leur mail. Le mercredi, c'est le jour des enfants et le vendredi, le vendredi notamment après-midi, les gens quittent plutôt le travail. Donc, il vous reste le mardi et le jeudi. Mais encore une fois, si tout le monde lit les dernières analyses, tout le monde va envoyer le mardi et le jeudi. Donc, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de tester et tester. Tester, 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 tester. Tester sur 2 semaines, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer avec les actualités, les événements ou autres. Tester sur 2 semaines et analyser vos résultats. Quand on parle de tests, notamment en emailing, on parle d'A/B testing. Vous avez la possibilité, bien entendu, de tester le meilleur jour à la bonne heure, mais vous avez aussi la possibilité de tester votre design ou votre titre de votre newsletter, par exemple. Comment ça se passe au niveau de l'A/B testing? Un exemple tout simple, vous avez votre titre 1 et votre titre 2, vous hésitez entre les deux, et bien vous allez dire à votre outil, envoie cette campagne-là, et 50% de votre audience va recevoir le titre 1, 50% de votre audience va recevoir le titre 2. Et ensuite, vous allez pouvoir analyser vos contacts, quel est votre taux d'ouverture, quel est votre taux de clic, à quelle heure il a été envoyé ou autre. Et ensuite, vous avez la partie programmation via l'outil d'emailing. Ça, encore une fois, voilà, c'est juste pour vous dire qu'il y a une possibilité de programmer vos emailings quand vous le souhaitez et juste regarder si c'est en fonctionnalité payante ou non payante. Et donc, la dernière slide, je vais aller vite parce que je vois l'heure qui tourne. Donc, les différents problèmes de vigilance. Donc, l'hygiène de votre base de données, c'est très important. Faites vraiment attention à ça. Dès que votre email n'est pas bon, dès que vous savez que l'email présente un défaut, par exemple, il y a un accent ou une majuscule dedans, vous l'enlevez. Dès que l'email ne fonctionne plus, la personne a changé de boîte ou elle a changé d'adresse mail, vous l'enlevez aussi. Attention aussi aux spam words. Les spam words, c'est ce qui font que c'est ce qui peut induire dans le fait que votre mail arrive dans les spams. Il y a différents spam words de différentes catégories. Je vais vous mettre dans le chat un petit lien qui résume tous les spam words français. C'est une liste non exhaustive encore. Donc, je vous conseille de taper juste spam word français sur Google, vous allez en avoir plein. La segmentation, c'est un point ultra positif dans l'emailing. Pourquoi on choisit l'emailing? C'est notamment pour le retour sur investissement et pour pouvoir communiquer donc à une large audience tout en pouvant segmenter la base de données. La segmentation, c'est quoi? C'est regrouper en fait les personnes qui ont le même comportement. Typiquement, si je reviens sur l'hygiène de la base de données, je peux envoyer un mail aux personnes qui n'ont pas ouvert mes derniers 5 emailings pour leur demander tout simplement est-ce que ça les intéresse encore de recevoir ce type d'email.
La délivrabilité, c'est ce qui fait que la personne va recevoir donc votre email. Ça encore sur les aspects techniques, je vous conseille de regarder par vous-même. Là, c'est un peu, faut s'y connaître un petit peu quand même. L'objet de votre email, quelques conseils en trois mots. Il faut qu'il soit court, il faut qu'il soit en accord avec votre sujet. Il faut qu'il suscite de l'intérêt. Pour ça, vous pouvez rajouter peut-être des emojis, vous pouvez mettre un verbe d'action, vous pouvez poser une question ou vous pouvez insérer un chiffre clé. Je vous conseille encore une fois de regarder ce que font vos concurrents et aussi je vous conseille de regarder comment font les journalistes ou les médias pour attirer, pour faire que la personne lise en tout cas l'article. Et email responsive, alors il faut savoir, j'avais un petit chiffre à vous communiquer, que 30% des destinataires se désabonnent si un email ne s'affiche pas correctement sur le mobile. Donc faites bien attention à ça. Et avant de laisser la place à mes collègues, faites aussi attention à votre mail de bienvenue. Le mail de bienvenue, c'est celui qui est ouvert en majorité. Il est ouvert entre 50 et 80% en termes de taux d'ouverture. Donc, c'est un taux d'ouverture qui est 4 fois supérieur aux autres types d'emails et le taux de clic est 5 fois supérieur. Donc, pensez à bien faire votre mail de bienvenue et si vous voulez directement transformer votre prospect en client, à mettre, pourquoi pas, une petite promotion via votre mail de bienvenue. Merci Julie. On a une petite question. Alors, je ne sais pas si c'est plutôt pour toi ou plutôt pour Céline. Concernant les stories sur LinkedIn, à quelle fréquence les faire? Alors, les stories sur LinkedIn, il n'y a pas de chiffre officiel qui a été publié jusqu'à présent, contrairement à Instagram. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est très utilisé non plus. Donc, si c'est une ou deux par jour maximum, pour moi, ça me semble bien. Julie, qu'en penses-tu? Oui. Franchement, les stories sur LinkedIn, c'est pas non plus ce qui cartonne le plus. C'est vraiment, ça vient d'arriver. Il n'y a pas encore, je pense, trop d'engouement sur ce type-là. Sur ce type, en tout cas, de format. Donc, maximum, oui, je dirais comme toi. On a une autre question. Est-ce intéressant pour un auto-entrepreneur d'investir dans l'achat d'une base de données avec Compass, par exemple, à 1090 € par an? Alors, perso, moi, j'ai une réponse assez nette quand on me parle d'achat ou de location de base de données. Je ne conseille pas, tout simplement parce que, alors après, encore une fois, ça dépend si c'est pour une opération spécifique et ça dépend si tu es certain que cette base de données est ton cœur de cible. Si tu es certain que cette base de données est ton cœur de cible, pourquoi pas? En revanche, si tu n'es pas certain, je pense que ça sert strictement à rien parce qu'aujourd'hui, on peut plus. Les gens ne peuvent. On en marre déjà de recevoir un mail sans connaître et sans savoir qui l'envoie. Ils vont se poser la question de comment cette personne-là a eu mon adresse email. Et après, il faut voir aussi quel type d'information il y a dans l'achat de cette base de données-là. Ah non, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Voilà. Donc juste bien faire attention. Merci. Après, ça dépend Ouais. aussi de l'activité. Oui, tout à fait. Et il y a des solutions moins onéreuses que acheter effectivement à 1090 €, c'est ça, sur Compass. Il y a des solutions assez sympas qui existent pour identifier, finalement, cibler des personnes qui sont la cible de votre activité, les enrichir avec, par exemple, Drop Contact et après pousser du mail avec l'Enlist. Il y a des outils qui s'imbriquent bien et qui peuvent être moins onéreux. Merci. Tout à fait. On a une dernière question là dans le chat et puis après je laisse la parole, je vous laisse continuer. Pour que le mail soit responsive, est-ce qu'il faut faire attention à l'outil utilisé ou au contenu du mail? Les deux dans le sens où sur l'outil en fait de mailing, tu vas avoir la possibilité de visualiser le rendu de ton mail avant l'envoi. Alors je ne te dirai pas où c'est placé parce qu'en fonction de l'outil, ça change, mais tu as la possibilité de voir comment rend ton email si c'est sur ordinateur, tablette et mobile. Donc, avant tout envoi,
de toute façon, d'un email, pour tout, il faut d'abord se l'envoyer à soi-même, tout le temps. Et après, je vous conseille sinon de tout simplement ouvrir votre newsletter sur votre mobile avant envoi, encore en test mail, hein, et de regarder comment est-ce que ça rend. Au niveau du contenu, je dis oui. Pourquoi? Parce qu'en fonction de la taille de l'image et en fonction de tes textes, ça peut avoir un impact. Mais en tout cas, normalement, les outils d'emailing t'aident facilement sur ça. Merci, Julie. Bon, est-ce qu'on vous laisse peut-être finir votre présentation ou alors on reprend cette dernière question qui va peut-être dans la suite de... Ouais, on va peut-être continuer parce que là, sur les outils, ça peut être un peu long. Mais Ophélie, on revient vers toi à la fin du webinaire. OK? Donc, la partie concernant les réseaux sociaux. Donc, c'est le deuxième axe que nous souhaitions justement aborder aujourd'hui pour la communication digitale après l'emailing. Et au niveau des tendances pour 2021, on a 3 grosses tendances qui se sont mises en avant. Il s'agit bien évidemment des stories d'Instagram. Elles étaient déjà bien dans les tendances cette année 2020. Et pour 2021, c'est également le cas. Alors, les stories sur Instagram. Les stories, c'est un format qui est donc éphémère, qui peut être soit une image fixe ou bien une image vidéo. Il y a plusieurs possibilités, ça peut durer quelques secondes, mais c'est surtout du contenu qu'on va considérer comme étant amusant. Ça peut être du contenu informatif également, ça peut être du contenu pris sur le moment, justement, des petits instants de vie au sein de votre entreprise, ce qu'on appelle les behind the scenes, c'est-à-dire ce qui se passe derrière les écrans, derrière tout ce qui se passe dans votre entreprise, voilà, véritablement les dessous de votre entreprise. Les communautés à l'heure actuelle sont très friands justement de ce genre de contenu, parce que au-delà justement, ça va au-delà des images, des photos bien léchées, bien photoshopées que l'on peut voir dans les fils d'actualité sur les réseaux sociaux. C'est véritablement la vraie vie, voilà, que l'on peut montrer en stories sans avoir peur d'avoir une photo pas forcément propre, avec le petit soleil qui va bien, la petite mise en scène qui va bien. Voilà. Dans les stories, on peut se permettre justement d'être un peu plus léger dans le terme de contenu et dans le contenant également. Une autre tendance pour les réseaux sociaux pour cette année, il s'agit des Reels. Alors, les Reels, je ne sais pas si vous les connaissez, mais c'est une petite vidéo qui dure généralement entre 15 et 30 secondes et qui a pour but vraiment un but de divertir la communauté. Alors, divertir, c'est pas forcément en faisant le clown et tout. Ça peut être surtout, justement, faire passer du contenu d'une manière un peu plus divertissante que d'habitude. Ça peut être faire passer des messages également de manière plus légère. Il y a différents objets et différentes manières de communiquer avec les Reels. Là, ça fait depuis juillet qu'ils ont été mis en place, qu'ils ont été lancés par Instagram. Et tout le monde prend un petit peu ces marques justement par rapport à ce nouveau format qui cartonne énormément. Et je vous encourage vraiment à essayer et avant peut-être de regarder ce que font justement vos concurrents ou voir d'autres marques également pour voir un petit peu si ça peut aller dans votre communication globale. Voilà. Et le dernier point au niveau de la tendance 2021 sur les réseaux sociaux, c'est TikTok. Alors TikTok, vous en avez certainement entendu parler parce qu'ils étaient sur le point de se faire bannir aux États-Unis et que finalement non. Bref, ça a été un grand feuilleton pour l'année 2020. Et d'ailleurs, c'est toujours pas fini. Mais TikTok, voilà, ce sont eux les précurseurs tout simplement des
petites vidéos interactives, amusantes, qui ont été copiées en fait par différents supports, et notamment par Instagram avec les Reels. Céline, est-ce que tu peux expliquer la différence entre une story et un Reels? Alors, une story, il s'agit donc soit d'un format image, ou soit d'un format vidéo, qui peut aller dans ce cas-là jusqu'à 15 secondes, tandis que les Reels d'Instagram, ce sont des petites vidéos amusantes sur lesquelles justement on peut rajouter de la musique et qui durent entre 15 et 30 secondes, le Reels. On peut faire des mises en scène, il y a pas mal de challenges qui existent d'ailleurs pour les Reels, et on peut communiquer de manière complètement différente, de manière complètement décalée que sur une story où on partage un contenu très éphémère. Voilà. Tandis que les Reels, eux, restent par contre sur le fil d'actualité d'Instagram, ce qui est important à savoir. Oui, c'est ça, exactement. C'est la notion vraiment de... alors, il est possible de mettre des stories à la une, donc de les mettre de façon permanente, mais les stories, c'est vraiment très, très éphémère, alors qu'un Reels, non. Et par contre, les deux sont signes d'engagement, notamment les Reels. L'engagement est très fort dessus, et c'est pour ça qu'il est très intéressant de mettre en place ça. Ouais, on a une portée vraiment phénoménale par rapport aux publications classiques, et encore plus par rapport aux stories qui ont quand même une bonne portée également. Là, les Reels, c'est vraiment le format à essayer quand on est sur Instagram. Voilà. Et donc, c'est ce qui m'amène justement au slide suivant. Quel réseau social pour quelle cible? Parce qu'en effet, il existe plein de réseaux sociaux, mais il n'est pas forcément nécessaire justement d'aller sur tous les réseaux sociaux. Tout dépend si vous êtes en B2B, donc business to business, c'est-à-dire que votre activité de professionnel s'adresse à des professionnels, ou bien B2C, donc business to customer, donc des professionnels qui s'adressent directement aux clients, directs des particuliers. Et dans ce cas-là, vous n'aurez pas forcément intérêt à vous mettre sur n'importe quel réseau social. Il faudra bien savoir, comme disait Julie en introduction, savoir où se trouve votre client idéal. Alors, en général, je vais faire vite fait un petit balayage de tous les réseaux sociaux. Sur Facebook, c'est un réseau social, en fait, c'est le réseau social sur lequel il faut être absolument. C'est le numéro 1 actuellement. On y est à la fois pour tout ce qui est B2B et B2C. Sur Instagram, on est essentiellement en B2C, mais en B2B, on peut également avoir son intérêt. D'où l'importance vraiment de bien connaître son client cible, savoir si vous pouvez le trouver sur Instagram. Et ça, seul après une réflexion bien spécifique, vous pouvez savoir si votre client idéal est bien sur Instagram. Ensuite, on a Twitter. Twitter qui peut également être orienté à la fois B2B comme B2C, mais avec une spécificité pour Twitter, c'est qu'il est souvent vu, justement, souvent utilisé comme service après-vente. Voilà. Il y a pas mal de clients, en fait, l'utilisent pour interpeller les marques par rapport à un sujet. Il y a une vitesse d'interaction nettement plus importante sur Twitter que l'on a sur d'autres réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas négligeable du tout comme réseau, donc à vérifier. Ensuite, nous avons Snapchat. Snapchat qui est donc essentiellement orienté vers les jeunes, même si justement l'âge actuel moyen des personnes qui se trouvent sur Snapchat a pas mal augmenté ces dernières années. Donc là, on est plus orienté vraiment sur du B2C. Ensuite, nous avons TikTok, avec une population cible qui est plus jeune que sur Snapchat. Donc là aussi, on est pour les entreprises qui sont sur le B2C. Et en avant-dernier, on a Pinterest. Alors Pinterest, je l'ai mis dans les réseaux sociaux, mais ce n'est pas tout à fait un réseau social, c'est également un moteur de recherche.
qui peut être super puissant. On va le voir quand on va parler de référencement tout à l'heure avec Stéphane. Et Pinterest, on y va essentiellement pour toutes les entreprises qui sont en B2C. Et le dernier, celui qui est tout seul un petit peu dans sa cible, c'est vraiment LinkedIn. LinkedIn orienté véritablement B2B. Si vous êtes spécialisé justement dans le travail, enfin dans les services ou dans les produits destinés aux professionnels, c'est vraiment le réseau social sur lequel il faut être pour pouvoir trouver vos clients cibles et pouvoir les aborder plus facilement, notamment. Pour moi, voilà, LinkedIn, c'est vraiment un indispensable quand on est en B2B. Il y a Alexandre qui demande quelles sont les tranches d'âge sur TikTok et sur Snapchat. Sur Snap, on avait pas mal augmenté. On allait entre 13 officiellement, parce que voilà, c'est l'âge légal au-dessus duquel on peut aller sur les réseaux sociaux et pas en dessous. Et ça va jusqu'à 35 ans. Tandis que sur TikTok, la limite, enfin, en règle générale, la plus grosse tranche d'âge, on est vraiment entre du 13-25. Voilà. Ouais, même moins, ça, je pense, sur TikTok presque. Enfin, là, ça a changé un petit peu avec le confinement, c'est vrai. Oui, ouais. Et puis les derniers vrai. chiffres, là, je ne les ai pas vus arriver, mais Alors, si vous voulez, je peux vous partager une étude enfin, c'était sur le blog du modérateur. Alors oui, n'hésitez pas à aller voir les ressources sur le blog du modérateur. C'est quelque chose enfin, c'est un média, moi, que j'adore et je pense qu'avec Céline, on est d'accord pour vous dire que c'est un super média. Donc, n'hésitez pas à aller voir les nombreuses analyses et les nombreuses statistiques. complètement. D'ailleurs, j'allais vous en parler un peu plus tard. Ouais, c'est après. Donc, le point suivant, ça concerne justement tous les outils pour s'organiser, pour gérer vos réseaux sociaux. Parce qu'on le sait, les réseaux sociaux, ça prend pas mal de temps, ça peut être difficile à la fois de gérer correctement ces réseaux sociaux. Donc, c'est pour ça qu'il est important de pouvoir les programmer. Sachez qu'il existe des outils gratuits. Ce sont des outils natifs, ce qu'on appelle natifs, c'est-à-dire intégrés directement sur chaque réseau social. Facebook, on peut programmer ses publications directement. Bon, pas tout type de publication, hein, mais une grosse partie via le Creator Studio. Et ça sert à la fois pour Facebook, mais aussi sur Instagram, parce qu'ils font partie du même groupe. Ça, c'est plutôt intéressant. Mais également, il existe d'autres types de programmation. Je pense notamment à Swello, qui est un outil français. Je pense à Agorapulse, ou de suite. Enfin, il existe pas mal d'outils en fait qui existent en plus des outils natifs. Voilà. D'autres outils pour s'organiser, je pense pour notamment la réalisation des visuels. On a le très connu Photoshop, mais on a également des outils un peu plus faciles d'accès ces dernières années qui sont sortis. C'est un outil australien qui s'appelle Canva, qui est très bien fait, qui est disponible en version française en plus, sur lequel on trouve pas mal de modèles, très facile vraiment à utiliser. Il existe lui aussi, comme on dit pour les newsletters, un outil de base complètement gratuit, qui est très intéressant parce qu'il y a pas mal de ressources dessus, mais il existe également en version premium avec en plus pas mal d'options supplémentaires. Mais bon, je vous laisserai le découvrir. Et on a également Crello avec un C. Qui est pas mal, qui est l'équivalent en fait de Canva en version un peu plus légère, je trouve. Voilà. Et pour s'organiser, le dernier point, il s'agit de faire sa veille aussi. Ça, c'est super important. Voilà, quand on veut partager du contenu avec sa communauté, c'est faire la veille à la fois sur son domaine d'activité, mais également tout ce qui tourne autour de votre entreprise. Il existe notamment différents
différents outils. Moi, ce que j'aime beaucoup, ce que j'utilise quotidiennement, c'est Feedly, Feedly, qui est vraiment très, très utile pour moi pour gagner du temps et être au courant de tout ce qui se passe dans les différents domaines d'activité pour lesquels j'ai besoin justement de communiquer. Voilà. Et puis maintenant, je vous parlais de l'importance des statistiques. Voilà, parce que c'est bien beau de publier sur les réseaux sociaux, de faire des super publications, de faire des super stories, de faire des reels et tout, qui donnent justement pas mal de contenu à votre communauté. Mais ce qui est important de savoir, en fait, c'est étudier les statistiques. Parce que justement, ça vous permettra déjà de connaître l'engagement de votre publication. Donc, l'engagement, il s'agit de tout ce qui est en fait le nombre de likes, le nombre de commentaires, mais également le nombre de clics sur votre publication, le clic sur le lien, de clics sur le produit. Voilà. Après, vous avez différentes statistiques concernant les différentes informations sur votre publication. Et ça vous permet justement de savoir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et pouvoir justement en déduire. C'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est ce que je disais Julie tout à l'heure concernant l'A/B testing pour l'emailing, mais sur les réseaux sociaux, c'est également ça, c'est qu'on teste un petit peu aussi le type de publication à mettre sur ces réseaux, savoir comment va réagir sa communauté, ce qui va intéresser sa communauté, et puis en fonction des périodes, ça peut changer également. On peut avoir plus d'appétence pour un certain type de publication à un moment, et dans une autre période, justement, ne plus forcément s'y intéresser. Donc, il est important vraiment régulièrement de vérifier ces statistiques. Et ça, on peut les voir directement en interne sur chaque réseau social. En règle générale, ces stats sont plutôt bien faites. Mais justement, avec les outils dont je vous parlais tout à l'heure, les outils de programmation, certains outils ont en plus une partie statistique qui est bien plus poussée que celle des statistiques récupérées en natif. Je pense notamment à Instagram, où là, des fois, sur le Creator Studio, on trouve un peu plus d'informations maintenant qu'on le trouvait auparavant. Mais moi, j'ai un petit faible pour Agorapulse avec ses stats qui sont vraiment super bien faites. Voilà. Mais bon, c'est un outil un petit peu différent et puis un petit peu onéreux. Ça dépend après du budget que vous voulez bien allouer justement à vos réseaux sociaux. Et justement, dans les stats, ça vous permet de savoir également aussi quand publier. Donc, là, vous pouvez tester aussi, savoir s'il faut publier plutôt le matin, s'il faut publier plutôt le midi ou alors le soir, si c'est plutôt en semaine ou si c'est plutôt le week-end. Et toutes ces statistiques-là, ensuite, vont vous permettre de prendre des décisions stratégiques nécessaires, tout simplement, pour savoir si ce que vous avez mis en place fonctionne, s'il ne faut pas justement faire des ajustements, parce que là aussi, on l'a bien vu l'année dernière, le Covid et donc le télétravail qui s'est développé a énormément changé les habitudes de tout le monde. Et donc, on ne consomme pas l'information sur les réseaux sociaux de la même manière que l'on l'a consommé en 2019. Et donc, et même là, avec justement les différents confinements successifs locaux, on ne la consomme pas de la même manière. Donc, il est vraiment important de pouvoir être au courant rapidement de tous ces changements pour pouvoir faire des ajustements nécessaires sur ces réseaux. Alors, il y a juste Marjorie qui nous dit que sur LinkedIn, ça lui paraît difficile de programmer, surtout quand elle publie un post en partageant un de ses articles. Alors, sur LinkedIn, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un des réseaux sociaux qui ne permet pas la publication, enfin la programmation des contenus. Il faut passer par des outils tiers en fait pour publier. Et il y a Brice, alors je ne sais pas ce qu'il fait, Brice, il a un outil à nous proposer, mais il demande s'il peut faire sa pub. Donc,
Brice, dis-nous ce que tu proposes exactement. Ah, super. Non, je ne me serais pas permis sans demander l'autorisation. Nous, on est une société qui analysons les données des entreprises. Donc, effectivement, si vous commencez à accumuler beaucoup de données et que vous ne savez pas comment gérer ces données et que vous posez des questions sur les outils de reporting du marché, nous, on accompagne les clients sur beaucoup d'outils de statistiques. Les outils phares du marché, c'est Tableau, bien sûr, Power BI, et après des outils un peu plus anciens comme SAP, Business Object, tout ça. Donc voilà, sachez que je peux répondre à ce genre de besoin si jamais quelqu'un souhaite se faire accompagner sur la mise en place d'un outil comme ça dans sa société. Super. N'hésite pas à mettre le site web, ton site web ou le site web en tout cas de ton entreprise dans le chat. Comme ça, les personnes qui sont intéressées pourront te contacter. Marjorie qui demande quel outil tiers, alors je pense que c'était par rapport à LinkedIn. Alors j'ai utilisé pendant un moment Buffer qui était en gratuit, mais je crois qu'il est passé en payant entre-temps. Sinon j'utilise aussi Agorapulse pour programmer moi sur LinkedIn. Tu as toujours la version gratuite là sur Buffer. Avec l'inconvénient par contre, c'est que tu ne peux pas taguer, quoi. C'est-à-dire que quand vous postez après, vous voulez taguer une personne ou une société, dans Buffer, vous ne pouvez pas le programmer, ça. Donc voilà. Ouais, sur Twitter, c'est pareil. Tu ne peux pas taguer quand tu programmes. Tandis que via Agorapulse, oui. Bon, et c'est alors, natif, les programmations sur Twitter. Élodie nous demandait de transmettre par écrit tous les outils qu'on recommande. Alors, ça demande un gros travail, ça par contre, Élodie. Donc, si tu as, je te conseille de juste regarder sur Internet. Tu vas avoir déjà plein d'idées, que ce soit des outils d'emailing, outils de programmation. Céline, elle en a dit quand même pas mal. Sur les outils, sinon n'hésite pas à nous poser la question un peu plus ciblée. Ouais, ou nous contacter directement. Mais on ne fera pas le travail de tous les outils, par contre, ça va être un peu long. On n'a pas de récap. Peut-être avancer un petit peu parce que sinon on n'aura pas la troisième partie. Donc au niveau du coût des réseaux sociaux, alors le coût des réseaux sociaux, là, de but en blanc, il est difficile d'annoncer un prix, même une fourchette de prix, parce que ça dépend en fait du temps que vous voulez consacrer justement à vos réseaux sociaux. Ça dépend de votre objectif final justement que vous voulez mettre en place. Si c'est juste être visible, si c'est vraiment acquérir de nouveaux clients, si c'est fidéliser vos clients, tout ça n'a pas le même impact justement en termes de temps, en termes de budget également pour votre communication. Et il y a également aussi deux paramètres qui rentrent en compte. C'est si vos réseaux sociaux sont gérés en interne, je veux dire, soit par vous ou soit par un collaborateur, même si ce collaborateur, s'il est dédié entièrement à la gestion des réseaux sociaux ou alors s'il le fait en plus d'une autre tâche. Ou également, en plus, si vous gérez en externe vos réseaux, que ce soit par un freelance ou bien par le biais en fait, d'une agence, tout ça, tous ces paramètres vont faire que votre budget ne sera pas forcément le même d'une entreprise à l'autre. Voilà, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire avec et des moyens que vous voulez bien mettre pour développer vos réseaux. Donc, ça peut être vraiment, on peut aller de 300 € à 5 000 €, voire plus. Tout dépend de la taille de votre communauté également aussi. Donc, il y a vraiment de tout. Ça dépendra vraiment de vos objectifs finaux. Et ensuite, voilà, pour aller plus loin, Julie, justement, a commencé à en parler tout à l'heure. Au niveau des ressources à vous recommander, et on a le blog du modérateur.com, on a Influence, qui est plus orienté justement sur le marketing d'influence, ainsi que le site webmarketing.com.
com.com qui existent et qui sont de très bons sites avec notamment pas mal d'informations sur les dernières nouveautés, hein, voilà, sur les réseaux sociaux et sur mon site aussi, hein, en passant dans l'actu des réseaux que je fais chaque mois, il y a un petit peu justement le résumé de toutes les nouveautés avec savoir comment on les utilise. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir vous parler de l'acquisition digitale avec Stéphane. Oui, merci Céline. Je vais aller un petit peu vite. Il nous reste une vingtaine de minutes et on voulait laisser un peu de place pour les questions. Donc, je vais m'attarder sur l'acquisition digitale. C'est un sujet très vaste. Il y a plein de leviers. Donc, ce matin, je vais vous proposer de nous concentrer seulement sur trois principaux leviers qui sont le référencement naturel, donc qu'on appelle aussi le SEO, c'est Search Engine Optimization en anglais, et le référencement payant, donc ça c'est Search Engine Acquisition, c'est de la publicité, et puis ensuite la publicité sur les réseaux sociaux. Sur la partie référencement, je me concentrerai sur Google plutôt, évidemment, puisque en France, 93% des recherches se font sur Google et les miettes qui restent, c'est effectivement pour Bing, Yahoo et Qwant. Donc, je me permets de faire juste un rappel un peu de base, mais de ce qu'on va appeler donc, le SEA. Donc, sur la partie, quand on est sur Google, quand on fait une recherche, le SEA, c'est-à-dire le payant, hein, le référencement payant, c'est ce qui arrive en premier, évidemment. Avec, selon les types de produits, on peut avoir Google Shopping, là, avec donc, du coup, directement des visuels produits, des tarifs. Donc ça, c'est une première partie de la publicité payante sur Google. Ensuite, on va voir la deuxième partie, c'est les annonces textuelles. Donc là, on remarque que effectivement, c'est des pubs avec le petit libellé annonce qui est devant l'URL du site. Avant, il était écrit sponsorisé. Là, ils l'ont un petit peu atténué en utilisant le terme annonce. Et seulement ensuite, on va retrouver finalement le référencement naturel et donc les premiers liens en position de référencement naturel. Sur la partie social ads, là j'ai pris l'exemple de Facebook, on va retrouver des pubs en fait qui vont être glissées de manière subtile dans notre fil d'actualité. Mais là aussi, on peut les repérer puisqu'en dessous, l'auteur finalement du post, il va être écrit sponsorisé. Si on fait très brièvement les avantages et les prérequis à avoir en tête pour orienter sa stratégie d'acquisition, déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est lorsqu'on est sur du référencement, on se trouve sur un internaute qui est actif dans le sens où il est à l'initiative d'une recherche. Je recherche, par exemple, des casques de vélo. J'attends d'avoir des résultats pertinents par rapport à ma recherche. L'enjeu va donc être de bien positionner son offre en fonction des mots-clés de recherche, avec tout de même quelques possibilités de ciblage, notamment géographique ou par type d'appareil. Et donc là, on parle d'un internaute qui est actif. Sur les réseaux sociaux, l'approche est différente et il y a deux approches principales finalement. Il y a le mode suggestif, c'est-à-dire que le client là n'est pas actif dans la recherche, hein, il est en train de flâner sur son réseau social. Et l'idée, ça va être de lui placer finalement son produit en mode suggestion. Si je reprends l'exemple du casque de vélo, on a un client comme ça qui fait des casques pliables. On n'a pas spontanément l'idée d'aller rechercher des casques de vélo pliables. Potentiellement, en fait, j'ai déjà un casque de vélo et donc je ne cherche même pas à en acheter. En revanche, si je suis sur mon réseau social, je suis en train de flâner et là, je vois qu'il existe des casques de vélo pliables, ça peut représenter un intérêt pour moi de dire ah oui, justement, j'avais cette problématique de mon casque de vélo qui est encombrant quand j'arrive au bureau. C'est génial et je vais aller acheter mon casque de vélo pliable. Donc, c'est particulièrement pertinent pour faire découvrir un nouveau service et notamment un service que le client ne va pas spontanément aller rechercher sur les moteurs de recherche. L'autre cas où on va aussi s'orienter sur le social ads, c'est pour le tracking,
par exemple, sur Facebook, il y a le pixel Facebook qui va vous permettre de retargeter les visiteurs de votre site. Donc, voilà, les visiteurs de votre site, s'ils sont venus sur votre site, c'est qu'il y a une marque d'intérêt pour vos produits ou vos services. Et donc, là, vous allez pouvoir derrière les suivre sur Facebook et leur proposer finalement votre contenu dans leur fil d'actualité. Donc, si on regarde rapidement les avantages, le SEO, donc le référencement naturel, alors c'est très rentable, mais dans une stratégie moyen-long terme. Enfin, il y a une grande inertie, il y a beaucoup de travail à mettre en place pour pouvoir en tirer des bénéfices plus tard. Mais une fois que ce travail a été fait, c'est très pertinent parce qu'en fait, on n'a pas à payer de la publicité, c'est du trafic naturel qui vient sur notre site. Et des études précisent que les leads, donc c'est-à-dire les visiteurs qui arrivent par une recherche, par un lien de référencement naturel, sont plus qualitatifs. Par contre, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que voilà, il y a un travail à faire déjà de contenu, de lien avec d'autres sites. Voilà, il y a 3 piliers dans le référencement naturel, hein, le pilier éditorial, tout le contenu sur votre site, la notoriété de votre site, et ça c'est en lien avec ce qu'on appelle le netlinking, c'est-à-dire le fait que d'autres sites repointent vers votre site. Et puis, il y a une partie technique, ça c'est dans le code de votre site internet où il y a des balises et toute une organisation du code qui est nécessaire pour faire en sorte d'être bien référencé sur Google. Et ça veut dire qu'en prérequis, effectivement, il va falloir pouvoir intervenir sur la partie technique, ou en tout cas pour pouvoir faire toutes vos métadescriptions et bien référencer vos balises sur votre site. Donc ça, c'est pour le référencement naturel. Quand on va être sur le référencement payant, l'avantage, c'est que le résultat est immédiat. C'est-à-dire que là, on met du budget et à l'échelle de 15 jours, on peut faire des tests. Alors, c'est ça qui est génial dans le digital, c'est qu'on peut faire beaucoup de test and learn, dont tu as parlé déjà, Julie, pour les emails, et Céline aussi pour les publications sur les réseaux sociaux. Là, c'est pareil, on va pouvoir faire des publicités avec des budgets entre 5 et 10 euros par jour. Sur une quinzaine de jours, ça fait des petits budgets et ça permet déjà de voir si notre pub est pertinente et retravailler les mots-clés le cas échéant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est facile à prendre en main, notamment parce que Google a mis en place un système qui s'appelle les campagnes intelligentes, et qui permet de définir pas grand-chose, en définissant pas grand-chose, de propulser votre pub. Donc, ça limite les moyens d'optimisation, mais ça vous permet de prendre très rapidement en main le sujet en toute autonomie. Ce qu'il faut avoir en tête en termes de prérequis, c'est que c'est pas tout d'avoir une bonne pub et d'arriver à la positionner correctement dans les recherches Google. Il faut que derrière, il y ait une page d'atterrissage qui convertit bien, donc une page d'atterrissage optimisée pour aller jusqu'à la conversion du lead en client, quoi. Sur la partie social ads, ce qui va être intéressant, c'est clairement la puissance du ciblage, parce que là, évidemment, quand on va faire une pub sur Facebook, on va pouvoir cibler très précisément en fait la population à qui on veut s'adresser. On va pouvoir déterminer évidemment l'âge, le sexe, la géographie, les centres d'intérêt, les pages qui ont été likées, et évidemment, ce que je disais tout à l'heure aussi, les visiteurs de notre site, ce qui rend le ciblage hyper puissant. Là, on a aussi du résultat immédiat. Globalement, on paye et on voit, on voit si ça marche ou ça ne marche pas, contrairement au référencement naturel. Et ce qu'il faut avoir en tête là aussi, toujours pareil, quand il y a une pub, souvent ça va renvoyer sur une page d'atterrissage. Il faut que cette page d'atterrissage sur votre site soit optimisée pour la conversion. Et à noter aussi que sur la partie publicité sur les réseaux sociaux, il va falloir produire un travail créatif pour l'annonce, contrairement au référencement au référencement payant, pardon, sur Google, où on a juste une annonce textuelle, donc là où on n'a que le choix des mots qui est déterminant. Là, sur les réseaux sociaux, il va falloir aussi mettre un visuel ou une vidéo attrayante
convertir vos prospects, quoi. Donc, si je passe sur la partie reco pour le SEO, j'ai envie de vous dire, si vous souhaitez commencer sur le net et que vous n'avez pas de budget ni de temps à y consacrer, ne vous lancez pas dans du SEO, dans du référencement naturel. Commencez surtout par développer votre visibilité. Et ça passe notamment en soignant sa fiche Google My Business. Ça, c'est une première astuce qui est vraiment intéressante parce que pour le coup, ça ne coûte pas grand-chose, juste un peu de temps. La fiche Google My Business, je ne sais pas si tout le monde visualise bien ce que c'est, mais j'en ai mis un exemple après avec Wepeps par exemple. C'est ce qui s'affiche à droite souvent de la recherche, où on va retrouver finalement un petit visuel, la map et puis quelques infos. Ça, il peut avoir le numéro de téléphone, les horaires d'ouverture, et aussi ensuite le lien vers votre site web justement. Et ça voilà, c'est hyper intéressant à travailler parce que ça ne coûte rien et ça peut rapporter en tout cas de la visibilité dans un premier temps quand on veut démarrer. Après, si vous n'avez pas de site web, ne vous jetez pas tout de suite dans la création. Ce n'est pas forcément pertinent de commencer tout de suite par créer un site web. Vous pouvez déjà créer une page d'entreprise Facebook qui vous permettra de créer de l'interactivité aussi avec vos clients, poster vos actualités, répondre à leurs questions, etc. avec tout ce qu'a évoqué auparavant Céline sur le marketing conversationnel. Finalement, ça sera beaucoup plus simple et moins onéreux de commencer par une page Facebook. Et et après avoir un peu développé cet aspect-là, si vous estimez qu'il est pertinent de créer un site, allez-y, bien évidemment, mais ce n'est pas forcément par ça qu'il faut commencer. Et encore une fois, si vous n'avez pas trop de temps ni d'argent à consacrer à du référencement pour développer sa visibilité, il y a encore la possibilité, évidemment, de se référencer sur les plateformes spécialisées. Alors, bon, évidemment, hein, chacune d'elles va prendre une commission, donc c'est de la marge en moins, mais par contre, vous n'avez pas à faire tout ce travail d'acquisition digitale et des plateformes spécialisées, là, n'existe plein pour chacun des métiers. Là, j'ai pris comme exemple le meilleur artisan pour tous les artisans de plomberie, plomberie, électricien, etc. Etsy, c'est plus pour tout ce qui est créateur indépendant, mais enfin voilà, il y en a plein. Chaque métier quasiment a sa plateforme spécialisée. Et eux font ce travail finalement pour vous de référencement sur les moteurs de recherche. En revanche, si vous souhaitez faire de l'acquisition digitale un vrai levier de croissance, allez-y, effectivement, ça peut être très pertinent. Et dans ce cas-là, là, ce que je peux vous conseiller, c'est bon, alors soit vous n'avez pas du tout de temps à y consacrer et dans ce cas-là, vous pouvez vous retourner vers effectivement des freelances ou une agence qui va vous aider à vous positionner sur le référencement naturel et avec un certain coût. Si vous voulez internaliser ce travail-là, je vous recommande tout de même de vous faire accompagner au démarrage, ne serait-ce que pour définir la stratégie de mots-clés. Ça, c'est hyper important. En fait, ça va être la base de tout votre travail par la suite. Comme je le disais, c'est un travail à long terme. Donc, il vaut mieux produire du travail sur les bons mots-clés. Et pour ça, il y a toutes des stratégies de ce qu'on appelle la longue traîne, c'est-à-dire des requêtes Google avec plusieurs mots dans la requête. Enfin, ça paraît très. Moi, ça me paraît essentiel. Nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on a démarré, en se faisant accompagner sur les mots-clés pour avoir. Et puis aussi la création des premières pages pour avoir les bons réflexes. Et ensuite, vous pourrez produire par vous-même. Il faudra juste bien organiser votre travail pour être en capacité de produire tout ce contenu. Parce que c'est du vrai boulot, mais si je prends l'exemple de Wepeps aujourd'hui, c'est un des principaux canaux d'acquisition qu'on utilise, le SEO. Du coup, voilà, c'est beaucoup de travail, mais on a plus de 100 000 visites par mois quand on est dans la saison, et tout ça ne nous coûte rien, si ce n'est tout ce temps de prix pour produire le contenu. Si je bascule sur les recours pour le SEA et le social ads, là, il y a deux approches aussi. Ça dépend si vous voulez le faire en interne ou pas, si vous avez du temps ou pas à consacrer à cette partie-là.
si vous souhaitez y consacrer du temps, vous allez pouvoir quand même globalement le faire par vous-même parce que il y a beaucoup d'informations sur Internet, des tutos qui vont expliquer comment paramétrer une campagne sur les réseaux. Et il y a ce que je vous disais tout à l'heure pour Google, la possibilité de programmer des campagnes intelligentes, ça se fait en 3 clics. Donc ça là-dessus, voilà, vous pouvez le faire en complète autonomie. Et l'alternative sinon aussi, c'est pareil, si vous avez un peu du mal à le faire avec les tutos disponibles sur le web, vous pouvez très bien vous faire accompagner pour démarrer, pour créer vos premières campagnes et démarrer, et puis ensuite le gérer en autonomie. Et ce type d'accompagnement, d'ailleurs, ça peut être pris en charge par vos droits à la formation. La Mêlée est un organisme de formation. Enfin, ça peut rien vous coûter et avoir l'appui d'un expert pour démarrer et puis après être tout à fait autonome pour gérer vos campagnes de SEA ou de social ads. Et si vous n'avez pas de temps à y consacrer, mais du budget, là, vous pouvez évidemment avoir recours à des freelances ou des agences qui vont être sur un mode de rémunération. Le plus courant, c'est un pourcentage du budget publicitaire que vous consacrez finalement. Si vous dites, voilà, je vais mettre 5 000 € par mois de pub, ils vont prendre X% de ces 5 000 € pour se rémunérer et faire le travail. Certains vont aussi compléter leurs prestations par un coût de paramétrage de campagne. Voilà en quelques mots sur la partie référencement. Il y a quelques questions dans le chat. Une idée de l'ordre du prix d'une fiche Google My Business? Alors déjà, le service est gratuit. Le service Google est gratuit. Et ensuite, si c'est... vous pouvez le paramétrer tout seul, globalement. Là, c'est pareil, il y a de la documentation en ligne. Si vraiment vous voulez vous faire aider, je pense que il s'agit de 2-3 heures de travail avec un expert pour vous aider. Donc, tout dépend du tarif horaire. Mais disons que, allez, c'est entre 100 et 300 €. On va dire entre 100 et 300 €, quoi. Oui, sachant que pour le créer, c'est pas très compliqué quand même. Ouais, je pense que normalement, vous devez pouvoir le faire effectivement tout seul, quoi. Marjorie, puis-je publier sur la page Google My Business des posts déjà publiés sur LinkedIn? Sur la fiche Google My Business, alors vous pouvez mettre des images, des photos, etc. Oui, en fait, c'est le même processus, mais c'est le même processus. Il n'y a pas de problème. Alors après, je ne sais pas si Marjorie, tu pensais à automatiser en fait Ah oui, d'accord. Oui. ou pas. Ça, on peut faire du copier-coller, en effet. C'est ça. Non, ce n'était pas forcément automatisé, mais je me disais qu'avoir les mêmes types de posts ou d'articles sur deux réseaux, enfin sur deux, on va dire, un réseau social et ce type de plateforme, est-ce que ce n'était pas un peu redondant? Peut-être que ça n'a pas touché le même public, donc ça peut être intéressant aussi, je ne sais pas. Ça peut être intéressant. Ça dépend le type de post après que vous faites sur LinkedIn aussi. Plutôt des posts experts. Ah aussi, alors. J'ai deux types de posts. J'ai des posts experts et des posts qui décrivent mon offre. Donc peut-être que j'alterne sur LinkedIn. Donc est-ce que je peux faire la même chose sur Google My Business, peut-être alterner ces deux types de posts ou faire que de l'expert? Après, c'est moins dynamique, hein, c'est plus figé à Google My Business. Il n'y a pas de fil d'actualité. Oui. Donc, mais du coup, vous pouvez effectivement présenter votre offre. Et ce qui va être... alors là, je n'ai pas mis le bon exemple parce que j'ai mis l'exemple tout à l'heure sur la page de WePeps à Castelnau, mais si on prend WePeps à Paris, en fait, ce qui est surtout important, je pense, c'est d'aller récolter les avis. On ne le voit pas sur cet exemple que j'ai mis, mais ce qui aide à la conversion, c'est d'aller chercher effectivement les avis clients et de les faire référencer sur la fiche Google My Business. Ça, c'est super. Oui, c'est ce que j'ai commencé à faire. Après, s'il y a des avis qui reviennent, il y a quelqu'un qui m'a mis un avis sur Google My Business et j'aimerais bien qu'il me le mette sur LinkedIn aussi, puisque je fais un gros travail de communication sur LinkedIn en ce moment. C'est pas gênant s'il y a des commentaires, des avis identiques sur. Ah non, pas du tout. LinkedIn. Ah non. Non. Non, ça, il n'y a aucun souci, quoi.
Non, parce qu'ils font du témoignage enfin, ils font pas du témoignage par réseau, enfin, pas en fonction d'un réseau social, ils font un témoignage sur vous, votre entreprise, etc. Donc, il n'y a pas de souci pour les partager, même sur tous vos réseaux. Après, c'est encore une question une fois de stratégie, mais il n'y a pas de problème pour partager les mêmes réseaux sociaux, enfin, les témoignages qui sont sur Google My Business. D'accord. Donc, je demande aux personnes de me faire un témoignage et sur LinkedIn et sur Google My Business, quoi, les deux. Ouais, tout à fait. Ben, en tout cas, ouais. Avec en priorité ce qui représente votre canal d'acquisition principal, mais Ouais. pour être sûr au moins d'en avoir un des deux, mais s'ils peuvent le faire sur les deux, c'est encore mieux. Ouais, ouais, d'accord. Ça donne la confiance. C'est vrai que ça donne la confiance aux visiteurs en fait quand ils voient des étoiles. Enfin, on le voit là. Ouais. Du coup, c'est plus. D'accord. On voit qu'à ces 4,5, 30 avis, c'est rassurant. On a envie d'aller plus loin. Enfin, en tout cas, ça donne envie d'aller plus loin. D'accord. Il y a des avis. Il n'y avait pas d'autres questions. Ok. Ben, on peut passer du coup à la slide un peu de synthèse qu'on avait voulu vous proposer. Où là, enfin, en gros, en fonction de votre stratégie, finalement, enfin, ou en tout cas de vos objectifs plutôt, si c'est de la visibilité, de l'acquisition, de la fidélisation, quels sont finalement les canaux à privilégier. Donc, parmi ceux, en tout cas, qu'on a présentés, évidemment, ce n'est pas exhaustif, il y a d'autres canaux, mais parmi l'emailing, les réseaux sociaux, le SEO ou la publicité en ligne. Et donc voilà, bon, on ne s'est pas coordonné sur qui présenterait cette slide, mais à la limite, je pense enchaîner. Non, après, je pense que c'est assez clair. Quand on a mis 1 plus ou 3 plus, typiquement sur la partie emailing acquisition, c'est tout simplement parce que en fait, ça va dépendre ce que vous faites en termes de stratégie. Est-ce que l'emailing est est un canal principal, est un de vos canaux principaux ou pas? Si vous faites une newsletter tous les 36 du mois, c'est sûr que clairement, ça sera un plus. Par contre, si vous envoyez un emailing peut-être chaque semaine, ça veut dire que vous comptez sur l'emailing pour vous faire acquérir de nouveaux prospects et par la suite donc des nouveaux clients. Donc forcément, l'intensité va être plus importante. En fait, ça dépend vraiment comment vous gérez cette stratégie. Est-ce que pour vous, l'emailing va vous permettre plus d'attirer l'acquisition ou, par exemple, est-ce que ça sera plus le SEO ou autre? C'était juste, en tout cas, pour vous montrer un petit comparatif. Bien entendu, en fonction de votre temps, de votre budget et de votre investissement, les résultats seront bien entendu différents. Céline, tu voulais ajouter quelque chose sur la dernière partie? Non, ça convenait parfaitement. Alors, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on aille manger sur cette dernière partie ou sur les autres Non, Julie, tu as bien relevé toutes les questions au fur et à mesure. Donc merci beaucoup. Ouais, super efficace. S'il n'y a pas d'autres questions, ou alors peut-être en tout cas le temps qu'il y ait d'autres questions qui arrivent, tout d'abord, moi, je voulais vous remercier tous les trois pour ce super webinaire. C'était vraiment super intéressant. Moi qui ne suis pas experte en com digital, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui et les retours ont l'air super positifs. Donc c'est vraiment chouette. Je vous ai partagé là dans le chat le lien vers le questionnaire de satisfaction. N'hésitez pas à le remplir. Il est ultra rapide, ça prend quelques minutes. Ça nous permettra du coup de nous améliorer pour nos prochains webinaires. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Voilà, je vous ai également laissé le mail transfonum@lamele.com si vous souhaitez être mis en relation avec Julie, pardon, je vais y arriver, je ne suis plus du tout avec Céline ou avec Stéphane. N'hésitez pas du coup à m'envoyer un petit mail transfonum@lamele.com pour que je fasse la mise en relation et pour avoir plus d'informations sur l'opération transformation numérique et cybersécurité. L'objectif du coup de cette opération, c'est bel et bien de vous accompagner dans toutes vos démarches de transformation numérique, notamment dans la com digitale. Ces accompagnements seront subventionnés jusqu'à 50% par la région. Donc voilà, si les interventions de ces experts vous ont plu, des accompagnements sont possibles, subventionnés d'autant plus. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous.
Oui. Et Maridine, juste par rapport donc, au site web, n'hésite pas à revoir le replay sur du e-commerce, du webinaire e-commerce qui s'est déroulé hier. Ils ont vraiment parlé donc, du site web dessus, Oui, tout à fait, oui. sur l'aspect Oui. plutôt… voilà. Après, si tu as des questions sur la partie plutôt communication du site web, n'hésite pas non plus à nous communiquer, enfin à nous poser tes questions ou à nous envoyer un petit mail, on y reprendra avec plaisir. Ok, merci beaucoup. Merci à vous.